n'avais jamais quitté l'Indochine. La main de Camille était glacée dans la mienne. Elle venait de perdre son père et sa mère. Ils étaient mes amis les plus chers. Leur avion avait disparu en mer, au large du Cap Saint-Jacques. Je n'avais pas d'enfant. Elle n'avait plus de parents. La petite princesse d'Annam est devenue ma fille. Je l'ai adoptée. J'avais rencontré un jeune producteur, Eric Mann. Il était marrant parce qu'il était très volontaire, très ambitieux, déraisonnable. Parce qu'il me dit, voilà, j'ai un grand projet sur l'Indochine, et il me dit textuellement, il me dit, et ça durera 3 heures, ça va coûter 120 millions de francs, et je veux l'Oscar. Voilà. Je crois qu'il venait de lire les mémoires de Selznick, et qu'il était un peu sous l'influence. J'ai souvenir de Régis me disant, voilà, on fait un film de 100 millions de francs, hein, si je ne dis pas de bêtises, hein, et peut-être qu'on n'en fera plus jamais. Parce qu'il avait il savait que c'était dans une politique de beaucoup d'argent à des jeunes réalisateurs, il y avait quelques voix, et que ce n'est pas quelque chose qui allait se reproduire comme ça. Il avait vraiment le sentiment de faire un truc exceptionnel. Eric Mann, ses ancêtres étaient au Vietnam. Ils ont même travaillé dans le latex. Donc je pense que c'est parti quand même un petit peu de là. Puis Eric Mann a dû aimer les premiers films de Régis. C'est comme ça je pense qu'il l'a choisi. Moi j'avais fait 2 films, disons, intimistes, petit budget, La femme de ma vie, Le Seigneur du Château. Et personne ne nous voyait gagnants, quoi. Le mot Indochine a fait tilt chez moi, parce que c'était un mot très encombrant et très présent dans mon enfance, que c'était la guerre d'Indochine. Mon père était militaire, donc on était en Allemagne, armée française d'occupation, quand on a dû rentrer en France, que lui est parti faire la guerre en Indochine, puis il est parti 2 fois. Donc l'Indochine était un truc, pendant 6-7 ans, c'était l'écoute à la radio, en Indochine, l'armée française prend du terrain, perd du terrain, gagne du terrain, les Viet interviennent, attention, on a installé un camp de base, Dien Bien Phu, ça a duré. Donc ce mot était une clé de je sais pas quoi. Je trouve que c'était la clé de la guerre, de la défaite, de l'absence, voilà. Bon. d'un moment compliqué de la France quand même. 54, c'est compliqué, et puis je crois que ça a donné des idées aux autres colonisés. Tiens, la France n'est pas invincible. J'espère tout de même que mes marins vont leur flanquer une bonne raclée. Voyons, amiral, c'est mon équipe. C'est comme je le pense, ma chère Eliane. Il ne faut pas leur donner des idées de victoire à ces gens-là. Je vous parie 2000 Et piastres. je sais que le mot était important pour Eric Mann, parce qu'il avait développé une histoire de 6-7 pages, centrée sur 2 jeunes officiers, ça reste un peu dans le film, 2 jeunes officiers, conquête de la vie, des plaisirs, l'exotisme, où sont les maisons d'opium, où sont les congailles. Et en gros, il faisait une histoire d'amour avec une princesse, enfin bon. Il y avait du Pierre Loti là-dedans, enfin, c'était bon. Alors il me donne ça à lire, je dis moi je veux bien travailler là-dessus, je dis mais bon, c'est un point de départ, mais pour faire un film de 3 heures, il faut un roman. Je dis moi j'ai envie de travailler avec des romanciers. On va d'abord développer le thème ou la structure d'un roman, et puis on le scénarisera. Je dis mais il faut avoir du souffle. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'Éric Orsena, qui sortait du Goncourt pour l'exposition coloniale, et de Louis Gardel, qui connaissait bien Eric, et Gardel m'a été amené par Catherine Cohen, qui était aussi dans l'équipe de scénaristes, voilà, une femme, pour nous calmer quand même. Et Louis Gardel avait aussi le sens du romanesque. Voilà. Donc on est parti à 4 là-dessus. Et puis au bout de 2-3 mois, on a vu l'importance économique de la colonie, le charbon et les EVA en gros, quoi. C'est qui légitimait, enfin en tout cas qui donnait une raison à la France d'y être. La vie a repris comme avant. Le bruit des pas dans les feuilles mortes, le sang qui coule de la blessure de l'arbre, et surtout ce que j'aimais le plus, et que les gens n'aiment pas, l'odeur du caoutchouc. Et quand on parle de ça, Eric, on a d'autres aspects que tes 2 jeunes officiers. Il y a un truc très important quand même, c'est le caoutchouc. Il dit « Ah ben je vais vous montrer les photos de la plantation de mes grands-parents ». Il était temps quand même.
Alors, parce que dans son 5-6 pages, il disait, et puis dans le fond de l'image, on verra ces grands planteurs qui avaient des cannes avec des pommeaux, avec des serpents dessinés. Je pense que c'est la canne de son grand-père, parce qu'il y avait un détail tout d'un coup dans ces 6 pages qui était juste un résumé, un synopsis. Et puis il y a eu une petite tension parce qu'à un moment, on était un peu empêtré dans le cadre qu'il nous avait imposé, et c'est Orsena qui a fait voler le cadre en me disant... moi, je dis pour l'instant, c'est pas un livre à moi, c'est pas un livre de Louis, c'est pas un scénario de Catherine Cohen, et c'est même pas un film à toi. Il dit, moi, je suis là parce que j'ai aimé tes 2 premiers films, donc il dit, il faut qu'on sorte du cadre. Et puis en plus, bon, moi, je voulais élargir beaucoup par rapport à l'histoire d'Éric, donc on l'a appelé, on lui a dit, écoute, on se sent pas bien dans ce petit synopsis, on voudrait travailler autrement, d'autres personnages, et là, il a dit, je réfléchis. Puis après, il nous a revu l'après-midi, il a dit, bah, allez-y. Et c'est là que je lui dis, mais moi je veux tourner avec Catherine Deneuve. Je lui dis, je pense que c'est le moment. Je ne savais pas pourquoi, j'avais pas. Sauf qu'on avait. Et on a inventé ce personnage d'une femme qui hérite d'une grande plantation d'EVA. Et à un moment, dans nos recherches, on est tombé sur quelqu'un qui n'a pas été le modèle, mais qui aurait pu être le modèle, parce qu'on l'avait déjà créé Catherine, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tout faux, qu'il y avait une femme qui dirigeait une plantation. Alors évidemment, elle avait des costumes, elle avait les jeux de pour, les bottes, les vestes, voilà. Donc, mais ça nous a confortés. Et puis, Éric tenait à sa princesse, et on n'arrivait pas à coller le tout, et je crois que c'est peut-être moi qui ai eu l'idée. J'ai dit, bah, écoutez, la princesse, on n'a qu'à en faire la fille adoptive de Catherine. Et puis, on s'est rendu compte, l'air de rien, qu'il y avait une France coloniale, et qu'il y avait une jeune fille qui avait été adoptée, mais captée en même temps, par la France coloniale, et que c'était une mère et une fille, et que c'était aussi un pays colonisateur et un pays colonisé, et que la révolte qui passait par l'affect, les sentiments, l'indépendance, la révolte de la jeune fille, elle est aussi devenue une révolte politique, après avoir été une révolte au sein des sentiments et de la famille. Mais c'est une symbolique qui nous est venue après en travaillant, après qu'on notait de temps en temps dans notre travail. Elle sait pour Yenbei? Non. Bah, c'est quand même son pays, merde, elle a le droit de savoir. Bon, il y a 3 mois, des soldats indochinois ont massacré leurs supérieurs français. Alors nous, on a exécuté les assassins. L'incident était clos. Eh ben pas du tout. À Paris, il y a eu des manifestations de soutien aux assassins des Français. Alors on a mis les manifestants en prison. L'incident était clos. Eh ben pas du tout. Ça a déclenché des mouvements de solidarité. Ils ont mis le bordel jusqu'à devant l'Élysée. Et notre ami Tan s'est senti solidaire. Alors on l'a viré aussi. Et quand le travail d'écriture a été assez avancé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de scénario, mais il y avait les personnages, il y avait le genre de décor qu'il fallait, les lieux, disons, où devait se passer l'action. Quand tout ça a été défini, on est parti en repérage près d'1 an et demi avant le tournage avec Régis. Ça se fait rarement, donc c'est un autre rythme, c'est une autre manière d'envisager les choses, c'est une autre manière de considérer les lieux qu'au moment où on repère vraiment pour tourner des séquences. Entre Saigon et Hanoï, on n'a pas vu un touriste. On était en novembre 89. On n'a pas vu un touriste, on avait notre petit minibus, il y avait le chauffeur, il y avait François, il y avait ma pomme, il y avait une interprète et le responsable de notre voyage, avec sa petite mallette dans laquelle il y avait une pile de monnaie, des dongs, des billets et un pistolet. Et il avait un petit chapeau sur la tête. Et quand l'interprète me parlait trop longtemps et qu'elle ne traduisait pas, elle se faisait engueuler. Le Vietnam s'ouvrait tout juste. Les repérages au Vietnam, c'était vraiment où voulez-vous aller. On était accompagnés avec des gens qui faisaient leur rapport systématiquement. Et on avançait à un endroit, et comme tout repéreur, et au-delà, qu'est-ce qu'il y a derrière cette colline? Stop, terminé. Là, c'est une autre autorisation, et il fallait faire demi-tour ou bien attendre et comprendre s'il y avait vraiment une raison de ne pas aller au-delà de notre horizon comme ça de montagne. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Voilà. Mais c'était très, très administratif, très papier. Non, c'était vraiment compliqué. Aucun Vietnamien n'avait vu de Français depuis 1954. Pour eux, un Blanc, c'était un Russe, au nord.
Et les enfants, quand on repérait avec Régis, je me souviens d'une rue dans un village où les enfants attroupés couraient derrière nous en disant Lienzo, 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 ça veut dire les Russes. Et du coup, on en avait tellement assez que les enfants nous disent, puis on voulait les surprendre, on avait appris à dire Rom Lienzo toilai non fap. Je le dis probablement mal, ça veut dire « je ne suis pas russe, je suis français ». Et là, les enfants, donc des très jeunes, étaient sidérés, quoi. Sidérés de découvrir autre chose que des Russes en tant que blancs. S'il n'y avait pas eu la chute du mur, je ne sais même pas si on serait entré dans le pays. Parce que c'est une espèce de domino, hein, depuis Berlin. Ensuite, d'ailleurs, les 3 plus gros budgets français de l'année se sont engouffrés dans le Vietnam qui venait d'ouvrir ses portes. Il y avait Jean-Jacques Hano qui tournait à Saigon-Laman, et puis Pierre Schoendorfer qui tournait Dien Bien Phu à côté d'Hanoï. Ces 2 films-là étaient assez statiques. Donc, Dien Bien Phu, c'était le décor de la zone de combat, qui était proche d'Hanoï, et puis un peu le théâtre, et puis Hano, c'était aussi très localisé à Saigon. Donc on était le seul film en fait à déambuler, quoi, à traverser, à tourner dans une grande partie du Vietnam et sur des temps assez courts. On s'est frotté au communisme du Nord. Insensé. D'ailleurs, le pays s'est refermé 2-3 ans plus tard, on n'aurait peut-être pas pu. Donc, les gens nous donnaient pas cher en gros de la fabrication du film. On ne savait pas si on allait pouvoir tourner beaucoup au Vietnam. Je ne vais pas dire pas du tout, mais on se posait la question, hein, l'ouverture, les autorisations, on était très très loin d'être en terrain conquis. Et donc les décors étaient souvent doublés entre Vietnam et Malaisie. Même la baie d'Along, elle était envisagée en Malaisie, donc un décor qui ressemble, parce qu'on n'était pas sûr du coup. Il y avait une espèce de chantage socio-culturel obligé. C'était on s'est rendu compte qu'on ne peut pas tourner demain dans la région de Hong Kong parce qu'on a oublié de payer le Parti communiste. On a payé tout le monde, mais pas le Parti communiste. Je sais pas, oui, mais combien ils veulent 25 millions de dong. Alors on fait, ça nous fait $17. Donc on fait, bon, on va les payer. Hein. Voilà, donc c'était comme ça, quoi. En gros, tout ce qui était colonial et entretenu, et c'était plutôt la Malaisie, y compris les plantations, le caoutchouc, et tout ce qui est le Vietnam et surtout le pays, la découverte que fait la jeune princesse de son pays quand elle prend la fuite, tout ça c'était le Vietnam profond, c'était évidemment au Vietnam. Et si j'avais su, on aurait tourné plus au Vietnam, mais on nous avait dit vous ne pouvez pas entrer des explosifs, il y avait des effets spéciaux, on ne pouvait pas faire ça au Vietnam, mais on s'est rendu compte qu'on aurait pu. Il y a eu un peu de la part de la production et de nous tous une petite peur de faire trop de choses au Vietnam et de demander trop de choses. Ils avaient peur qu'on ne trouve pas les gens de qualité, de qualifiés, de qualifications suffisantes pour faire ça. En fait, on s'avérait qu'on a sous-estimé la qualité de la prestation des Vietnamiens. Mais on ne connaissait pas, donc c'est difficile de préjuger. Mais les lieux, c'est quand même irremplaçable. La baie d'Along, la découverte de la baie d'Along, c'est quand même une surprise quand on sait juste, quand Régis dit il paraît que dans le temps, c'est-à-dire avant 1954, c'était un lieu de tourisme et il avait vu une toute petite photo dans un livre qui devait faire 5 cm de large où on voyait 2 bosses. Voilà tout ce qu'on savait de la baie d'Along. Et quand on est arrivé devant ça, on était bouleversés, quoi. De temps en temps, je dis, c'est comme si on avait découvert les pyramides sans savoir que ça existait. C'est un choc majeur. Je me souviens qu'il y avait 100 bateaux sur la baie d'Along. Comme il y avait aussi 100 jours de tournage dans le plan de travail. Voilà, il y a quelques trucs qui me sont restés. Des bateaux de toute taille, mais d'énormes bateaux, dont même des jonques en béton. Voilà. Je fais des jonques en béton, quand on les voit partir à la lueur des flambeaux, il y a 100 bateaux qui étaient
dans le décor du Fortin, c'est-à-dire c'est la petite baie qui est juste derrière, un ponton, donc les bateaux étaient là, ils ont attendu 2 jours, il a fallu 2 à 3 jours pour les réunir. Pour un moment, un soir magique, alors magique, tombée du jour, flambeau, tous les bateaux sortent et puis que le plan, j'en ai vraiment le souvenir avec François Catonnet, on était à 2 caméras, et Jean-Paul Meurice d'un côté, François avait pris une caméra de l'autre, on était sur une péniche et pendant le temps du plan, alors qu'on hurlait parce que les gens qui attendaient depuis longtemps avaient leurs montres, avaient leurs chaussures, donc avant l'entrée de champ, c'était des cris pour enlever ce qui n'allait pas, qui rentrait dans la caméra. Donc et la caméra a eu un mouvement incroyable parce que la péniche qui s'est tankée sur la berge nous a donné un mouvement comme ça. Et je vois François Catonnet dire « c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique ». Et le plan n'était pas un panoramique fixe, il était beaucoup plus sophistiqué parce qu'on reculait et voilà, on avait un travelling dans 2 directions, voilà, qu'on aurait... et qui donne au plan qui est dans le film une magie. Et le moment du tournage a été vraiment un moment exceptionnel parce qu'on avait cette espèce de folie, leur pile, et puis cette quantité de bateaux qui quittaient la baie d'Along et qui partaient à la pleine mer. C'était très très beau, c'était très émouvant à faire. Il y avait un courant musical presque dans ce drame. Les bateaux des esclaves avancent et le bateau qui les filme aussi avance au milieu d'eux. Voilà des choses extraordinaires que le Vietnam pouvait nous offrir et que la production telle qu'elle était, avec l'argent qu'on avait, on n'aurait pas pu le faire normalement dans d'autres circonstances. Et les Vietnamiens avaient trouvé tous ces voiliers remplis de gens, avec des petits feux sur chaque voilier. On a été époustouflés par la beauté des lieux qu'on découvrait. Tout le monde le sait, c'est que la beauté du film vient aussi beaucoup de là, quoi. Sur le reste, il y a le cinéma, mais les lieux, c'est quand même irremplaçable. On ne peut pas rester insensible à ça, sinon il ne faut pas filmer, quoi. Il faut faire un autre métier. C'est le Vietnam, c'est un pays exceptionnel. Vous allez filmer un bateau qui sort de dessous les rochers et qui arrive dans un endroit où on ne voit d'abord que la voile parce qu'il y a toute la végétation, puis ces rochers énormes. On est aussi dans une espèce de stylisation impressionnante. De même que les plaines où on voit la famille qui se déplace vers le col des Nuages et tout ça, on est dans la carte postale, quoi. C'est très très impressionnant. C'est des très belles images en fait. Mais le col des Nuages, pour y accéder, on ne pouvait même pas y aller en camion. Tout le monde s'y est mis, hein. Les bastins pour le travelling, toute l'équipe, chacun portait quelque chose, une caisse. On était une file avec des porteurs, des techniciens dans la montagne. Donc voilà, tout était monté à dos d'homme et on a fait une prise. On a fait une prise, le travelling est parti et puis on a fini dans les nuages complètement. Et je dis une, mais peut-être 2, parce qu'il y a eu dans ce tournage-là une prise avec 2 assistants, 2 stagiaires dans le champ qui avaient fait pousser des hurlements à Régis. Et il faudrait que je revoie le film pour savoir... et puis c'est pas une époque où on effaçait facilement les choses comme ça. Donc, mais on a fait 1 ou 2 prises en arrivant et nuage terminé. On est à la limite du Sud-Vietnam, donc à l'endroit où se passait la confrontation entre les armées du Nord et les armées du Sud. Et le père de Régis était là. En tout cas, oui, en tout cas, il y était, il avait été stationné pas loin, en tout cas. Parce que c'était un endroit clé, le col des Nuages. C'est au-dessus de Da Nang. Da Nang, où il y avait la grande base américaine. Oui, pour lui, c'était très, très, très important, assez lourd quand même, parce que quand on est monté sur le col des Nuages, en repérage, on pataugeait dans les restes d'obus, c'était un peu bizarre, il y avait plein de débris de métal, voilà, tout le long de la montée.
Et oui, pour Régis, c'était un moment très bouleversant, je crois. Ouais, parce qu'il revenait sur les pas de son père, combien d'années après? Beaucoup, très longtemps, quoi. Dans les collines, il y avait encore des grottes avec des rails qui sortent, et à l'intérieur de la colline, des canons que les Vietnamiens poussaient et sortaient pour pouvoir se défendre. J'ai souvenir que j'avais un second assistant, Fat, il s'appelait. Et je me souviens qu'on tournait à un endroit et d'un seul coup, on l'a senti nerveux de retourner à cet endroit. Et on a appris qu'il faisait la guerre à cet endroit. Il faisait un travail assez sale la nuit, d'aller essayer d'attraper des soldats américains. Et il était très tendu, quoi, parce qu'on retournait au même endroit. Toute l'équipe qui était autour de nous, qui étaient souvent des profs de français d'ailleurs, parce qu'ils nous servaient d'interprètes à tous les postes, des jeunes assez incroyables, et tout cela sortait de la guerre avec les Américains. C'était leur jeunesse à eux, elle avait quelques années derrière. Et voilà, donc c'était très très particulier d'avoir des gens des fois plus jeunes que nous, qui étaient d'anciens combattants, et pas des moindres. Et j'étais donc moi en charge du casting des troupes de théâtre et des comédiens qui pourraient faire des rôles vietnamiens sur place. Donc dans ces castings, il y avait des rencontres, souvent chez les comédiens eux-mêmes. Donc l'acteur qui fait l'adjoint de Jean-Yann, policier, au moment du casting, je lui ai posé, alors il m'a dit, bon, je me souviens plus très bien du français, je pratique pas trop, mais je connais une chanson. Et il m'a chanté « Maréchal, nous voilà », une chanson qu'il apprenait petit à l'école à Hanoï. Donc on a eu ils sont tous très bons, mais on a eu des très très bons acteurs, ou même des acteurs connus qui sont venus faire des petits rôles chez nous. Je ne savais pas à quel point ils avaient de la notoriété. Et puis ils ont des belles têtes, ils sont justes, ils étaient chaleureux. Et je me souviens encore, je leur dis au revoir un soir, parce qu'ils avaient fini leur tournage, je leur dis au revoir. Et puis je les remercie, et puis le lendemain ils étaient là. Je dis, mais on les... Il me dit, ah non, mais ils se sont mis en renfort avec le maquillage et le costume. Troupe. Esprit de troupe. On reste. Donc c'était vraiment une actrice très 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 célèbre au Vietnam, et elle donnait un coup de main au maquillage, etc. Je ne pense pas trahir quoi que ce soit. Je sais que j'ai un souvenir de Régis me disant, voilà, sur le casting, je voudrais imposer quelqu'un qui n'est pas évident. Voilà, parce que, bon, il avait déjà tourné avec Chéreau, hein, c'était loin d'être un débutant, mais c'était pas ni Christophe Lambert, ni Patrick Bruel. Je me souviens de noms qui ont été évoqués. Voilà. Hein, je me souviens d'ailleurs d'une rencontre avec Christophe Lambert, qui avait une folle envie de faire le film. J'ai même le souvenir d'entendre Christophe Lambert dire « Si vous ne me prenez pas, je viendrai quand même. » Mais moi, je voulais Pérez. Tu ne supportes pas que les autres vivent. Hein. Tu crois détenir le monopole de la vie, t'en distribues des bouts de temps en temps. À moi, à Camille, à tes coulisses. Mais c'est terrible, Eliane, d'être comme ça, c'est terrible. Tu veux quoi? Étouffer ta fille comme ton père t'a étouffé? Vous traitez les gens comme vos arbres. Vous les achetez et puis vous les saignez. Vous les videz. Vous êtes des rapaces. Les autres, ils avaient un bagage déjà. Trop. Et là, j'ai tenu tête aux gens de la Générale d'Images, là, qui nous finançaient, parce que eux, ils n'étaient pas pour Pérez. Puisqu'il a... Hippolyte Girardot serait bien, officier de marine. Je dis oui, mais alors ils m'ont dit, bon, on va faire des essais. Et je leur ai dit un truc très audacieux, mais ils se sont dit, bon, il est bien cinglé, on n'a qu'à le suivre. Je leur ai dit, non, on ne va pas faire d'essais parce que Pérez, c'est celui qui a le moins d'expérience des trois. Donc c'est celui qui peut peut-être se démonter le plus facilement aux essais à cause de l'enjeu. Donc il sera moins bon que les autres. Et là, vous me direz, vous avez vu, il est moins bon. Et vous aurez raison de me dire ça. Donc on ne le prend pas.
Donc je ne prends pas le risque de cette situation. Non, mais déjà, il ne voulait pas de Jean-Yann non plus. Pour des raisons qui n'avaient rien à voir, parce que le Général des Eaux venait de racheter le studio de Boulogne, à Fechner. Et en rachetant le studio, il rachetait le jeune passé du studio, donc il y avait un procès entre Fechner et Jean-Yann. Donc ils héritaient d'un procès avec Jean-Yann. Je dis oui, mais moi, je veux pour ce rôle quelqu'un avec qui Catherine n'a jamais tourné. Je veux pas qu'on se dise ah bah oui, non, Noir et elle, c'est normal, ah bah Trintignant, ah bah Piccoli. J'ai dit moi, mon temps, je veux quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Bah, Jean-Yann, c'était toujours imprévu parce que moi, je redonne de cette lorgnette d'assistance. C'est vrai que c'était difficile de le contacter, mais on savait que même si on n'avait pas de ses nouvelles pendant 3 jours avant le tournage, il serait là le jour du tournage. Voilà, très très autonome dans sa façon de bouger. Il vivait aux États-Unis avec une jeune femme indienne. En général, c'est comme la plupart des acteurs, quoi. Il emmerde s'il n'est pas bien. S'il ne se sent pas bien, s'il ne se sent pas bien traité, s'il n'a pas confiance, s'il ne croit pas au film, s'il est déçu. Parce que les acteurs, un jour, on leur parle d'un rêve pour qu'ils soient avec nous. Puis un jour, ils sont sur le plateau, ils disent « Mais il est où le rêve là ? C'est nul ce que vous faites. » Bon, c'est dans leur tête. Mais Jean, il est arrivé, puis il s'est dit « Bon, bah, ça va, ça tourne. » Puis il a dû se dire « Bon, je ne vais pas me prendre la tête non plus avec la grande, là, ça, mais je sens que celle-là, il ne faut pas l'emmerder, mais tout va bien. » C'est devenu un nounours avec moi. Je lui disais, il faut que tu me montres. Je dis, non, mais montre-moi ce qu'il faut que je fasse. Adorable. La seule chose, c'est qu'il me dit, ouais, je vais le faire, le film. Il dit, mais j'ai regardé, il pleure 3 fois. Et moi, je pleure pas 3 fois. D'abord, je sais pas. Et puis, pourquoi il pleure 3 fois, ce mec-là? Puis une fois, j'ai essayé, ça marchait pas. On a mis des gouttes, c'était pas mieux. C'était bidon. Il y avait des gouttes, mais il n'y avait pas le reste. Il voulait pas pleurer. Je pense que c'est lui qui a raison. Ah, Yann, il est formidable. Il est extraordinaire. Et c'est un être tellement merveilleux et drôle et en même temps tendre et gentil. C'était vraiment un très beau monsieur. Quand les gens parlent d'Indochine, beaucoup de gens me parlent immédiatement de Jean-Yann. Parce qu'il y a un truc qui a marché, mais qu'on avait dans la tête, c'était cet amour transi pour elle, quoi. Enfin, il y a un lien très fort entre eux, c'est une histoire d'amour qu'elle garde à distance, c'est un homme sur qui elle peut compter. Mais lui, on sent qu'il l'a aimé et qu'il l'aime et qu'il l'aimera toujours, mais de temps en temps, il garde ça pour lui. Mais il y a ça entre eux, depuis le moment où ils dansent, quand ils se séparent à la fin, parce qu'il va partir. Le Jean-Yann, c'est une imposition d'Éric Orsena. Autre chose, à la fin on avait à peu près notre scénario, 7-8 mois de boulot, et je fais « Oh, mais il n'y a rien pour Dominique Blanc. » Alors franchement, on a pris le scénario, on a dit « Bah attends, le régisseur, là, qui est un peu couard, là, il n'a pas de femme. Elle va être sa femme. Alors, quand ils vont se faire virer, on va la mettre copine avec Catherine, le petit blanc. Alors, on va la faire la petite blanche. Copine avec Catherine, donc alors la salle des ventes, on la met là, toc, toc, toc. Quand ils se font virer, elle fera un grand numéro à la Suzy Delair. Tac, tac, et puis après, on n'a qu'à faire la maîtresse de Jean-Yann, elle chante dans les cabarets. J'ai cherché, j'ai trouvé la môme caoutchouc. Et elle a fait tout le film, et on a dû créer son rôle en 24 heures. On avait la structure et on l'a pouf, 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 pouf. Et elle a eu le César. Tu pourras dire ce que tu veux. Non, pas de culot. Ça l'amuse d'humilier. Moi qui la croyais une amie. Mais tais-toi donc. Mais ce que j'ai à dire, je le dis. Elle l'emportera pas au paradis. Ça porte jamais chance, le manque d'amour. C'est la pire des maladies. Dès le départ, en fait, je me suis aperçu que le film ne collerait pas vraiment à une réalité dans le décor, qu'il fallait l'interpréter, faire quelque chose de plus à l'anglaise, un peu plus pas baroque, mais plus époustouflant, plus surprenant. Et une fois que je suis parti dans cette direction-là, avec l'appui de Régis, j'étais obligé un peu de rajouter des éléments impressionnants qui ne sont pas forcément vietnamiens,
mais qui enrichissent le décor. Je me suis rendu compte que tout ce qui était colonial, on aurait du mal à le faire au Vietnam, y compris la plantation. Parce que quand j'ai visité des plantations, elles n'étaient pas en très bon état à cette époque-là. Le tourner à Saigon me paraissait difficile. C'était pas très bien entretenu, il y avait peu d'axes possibles. Et c'est là que... c'est par rapport aux plantations qu'on s'est dit, il faut aller voir ailleurs. Et après enquête, on s'est dit, il faut aller voir en Malaisie. On a été à Penang, où on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient nous intéresser. Il y avait beaucoup de choses encore sauvegardées dans l'île de Penang. Et puis, on a trouvé dans une ville du centre, qui s'appelle Ipoh, on a trouvé de quoi faire quelques rues de Saigon, y compris l'hôtel Continental. Quand Catherine fume l'opium, ça c'est tourné, l'extérieur est tourné en Malaisie, je crois, et l'intérieur en studio à Paris. Avec Régis Varnier, on s'est un peu accroché parce qu'il voulait de l'opium pour mettre vraiment dans la pipe. J'ai dit, mais où veux-tu que je trouve de l'opium? Rien à faire, j'ai dit, mais il y a des effets, rien à faire. Et on m'a dit, on a des trucs, on peut faire des trucs l'accessoire. J'ai dit, non, moi je veux du vrai opium. Je dis, vous êtes fous que ça se voit. Je dis, c'est une matière, j'en ai vu dans mes repérages au Vietnam. Je veux dire, c'est particulier, comment ça cuit, tout ça. Je dis, alors, on a appelé la brigade des stupes. Bon, il finit par appeler des filles que je connaissais, qui m'ont mis en rapport avec des gars des stupes qui m'ont dit, mais il n'y a plus d'opium, ça se fait plus. Alors, ils se sont débrouillés, moi je sais, mais je ne vais pas raconter comment, on trouvait un peu d'opium. Ils ont dit, on l'amène sur le plateau, vous mettrez l'opium dans votre pipe, mais nous on va être sur le plateau, pour être tout très bien. J'ai dit ça à Varnier, j'ai dit, ouais, c'est ça la condition. Déjà, bah oui, c'est ça ou rien. Ils sont arrivés avec une petite valise, des trucs, et puis ils sont restés sur le plateau. Ils mettent ça dans la pipe. Il ne se passe rien d'extraordinaire et Varnier est très très déçu. Et là tout d'un coup, on dit, mais si on essayait le truc des effets spéciaux. On y va, il fait un truc, ça arrive, il va sur le plateau, on allume, ça grésille, ça rougeoie, emballé très très bien. Alors pour que ça soit drôle, je vous dis la chute, c'est un morceau de carambar qu'ils avaient mis dans la pipe. Voilà, ça c'est le cinéma, hein, je veux dire, c'est... Voilà, bon. Alors là, je vais vous dire un truc, je ne peux pas vous dire. Si c'est vrai, c'est possible, hein. Si c'est vrai, je l'ai occulté. Mais l'histoire du carambar est jolie. Il faut prendre la légende. Le principal décor qu'a construit Jacques, il en parlera peut-être plus parce que je risque d'avoir peut-être des oublis. Principal, c'est la grande rue commerçante chinoise dans laquelle il y a un long travelling sur Jean-Yann et Catherine Deneuve. Au moment où Camille a disparu, elle lui dit « Est-ce que tu vas la retrouver ?» Tu penses qu'elle est toujours vivante? Dis-moi la vérité, tu vas la retrouver? Oui, je vais la retrouver. Et cette grande rue, là, a été construite avec un carrefour. C'était une sorte de T, avec une place à la jonction des deux directions, dans laquelle donc on a tourné ça, et on a tourné aussi les prisonniers qui sont encadrés par les militaires, qui marchent dans la rue, dont l'un s'évade, et on croit que Camille est blessée. Ça, c'est aussi dans le même décor. Regroupez-vous immédiatement! Venez à un repas! Régis a décidé qu'on construirait la rue. Construire une rue, c'est un travail très très difficile. Quand on travaille avec des étrangers en plus, qui ne parlent pas votre langue, on bredouille en anglais, quoi. Et la rue, je me souviens, ils m'ont emmené en repérage à Ipoh, dans une espèce de forêt
avec quelques gros arbres et puis des bananiers et des choses plus légères, mais enfin une jungle où on ne voit pas à 3 mètres. Les gars, ils avaient les coupes-coupes, c'était les Indiens, et ils me disaient, bon, qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on garde? Parce que c'est toujours bien, dans un décor extérieur, d'avoir de vrais arbres. Ça crée la vérité. Donc je me souviens de cette journée-là où on a passé beaucoup de temps à trier la végétation, et j'ai gardé un gros arbre qui faisait le centre du carrefour de la rue. Et au fond de la rue, il faut qu'elle s'arrête la rue à un moment, ou alors on fait du tonnerre avec des fausses perspectives, etc. Moi, j'avais trouvé l'idée de faire une porte chinoise. Il y en a au Vietnam. Pas tout à fait comme ça, mais quand même une énorme porte. D'ailleurs, elle montait à 18 mètres, avec un toit vernissé, et ces dragons qui font le sommet de la porte. Et je me suis inspiré de Tintin. Parce que Tintin, le lotus bleu, c'est formidable. Il y a énormément de dessins dans le lotus bleu. L'œil devant lequel danse Dominique Blanc, on a cet œil-là dans le lotus bleu. Nous, c'était une espèce de boîte de nuit où elle chante la môme caoutchouc. C'est Tintin. C'est ma documentation, Tintin. Mais même les costumes, hein. Vous avez vu ces robes à Catherine Deneuve? Même de Paris, des fois, il m'appelait pour que je vérifie des costumes auprès de l'armée, etc., etc. Je me rappelle, il voulait savoir comment étaient habillés les officiers de marine. À l'époque, c'était une sorte de galon, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, hein, il y a quelques années. Et moi, je téléphone à l'armée, un gars des costumes à l'armée, qui me dit écoutez, monsieur, j'ai qu'un conseil à vous donner. Vous achetez Tintin, et vous aurez exactement comment étaient les costumes. Voilà. J'ai eu du mal à dire ça, Régis Varnier, vous vous en doutez. Mais le gros des costumes est fabriqué. Tout ce qui est, par exemple, les grands prêtres, les mandarins, tout ça, c'est tout fabriqué. Toutes les broderies ont été faites au Vietnam, à la méthode ancienne. Avec les tambours, on passe dessus. Enfin, il y avait, je sais pas, 30 personnes qui travaillaient au costume à Hanoï. Il y avait les ateliers, ils avaient monté tout ça. C'était formidable. On va pas juste chez le loueur trouver ce qu'il faut. Non, on fabrique. Et à ce moment-là, on bascule dans quelque chose de la vraie vie avant. Et tout ce groupe de brodeurs est venu d'un village des anciens qui faisaient ça du temps de l'Empire, enfin du temps pour les empereurs chinois et vietnamiens. Et donc, il a remis tout un atelier en place. On avait, pour les teintures, voilà, c'était une petite usine en fait qui a été faite. Ça a été un tournage d'ailleurs tout à fait spectaculaire parce que les gens et les figurants avaient peu à manger. Et que quand on a donné le riz à la fin, ça a été presque une émeute, quoi. Je me souviens de gens partant avec les sacs sur le dos parce que c'était une richesse colossale, ces sacs de riz. Le problème pour Pierre-Yves Guérault, au costume, c'était que les gens partaient pour emmener une bolée de riz, mais ils partaient avec leurs costumes. Et les costumes, c'était des haillons. Mais des haillons sophistiqués, hein, qui étaient souvent une soie sauvage avec une patine, une teinture extraordinaire et dont on allait avoir à nouveau besoin. Et voilà, cette fuite pour un bol de riz, elle embarquait aussi des costumes. Les robes, il y avait beaucoup de couleurs chaudes, des jaunes, des rouges, des déclinaisons de jaune et de rouge, et donc ça incite à une lumière un peu chaude, et puis l'époque aussi incite à une lumière un peu chaude, parce que on n'est plus dans la bougie, mais il y a quand même une connotation quand on filme quand on fait des films qui se passent il y a 50, 60, 70 ou 80 ans, il y a l'idée que ça fait pas longtemps qu'on n'est pas encore dans les lumières froide qu'on utilise maintenant dans l'époque moderne avec les néons, Donc je veux dire, il
Il y a une espèce de... C'est presque un exercice imposé, quoi. Donc l'opérateur, il doit aller dans ce sens. On peut contredire de temps en temps, mais majoritairement, on est quand même entraîné dans cette direction-là. Et puis après, il y a la dramaturgie de chaque scène, forcément. Hein, les nécessités de chaque scène, suivant ce qui se passe. Forcément, l'opérateur ne va pas éclairer pareil. Il faut dire aussi qu'une des raisons d'aller aussi dans ce sens-là, c'est que Régis, quasiment, je ne sais pas si c'est presque dans chaque film, a envie à un moment ou à un autre, son héroïne porte une robe rouge, c'est presque un talisman pour lui. Dominique Blanc, oui, dans Le Seigneur, Emmanuel, oui. Ah oui. Mais là, ça me semblait évident dans les flammes, dans l'incendie. Mais ça, en plus, ça marque, parce que c'était même l'affiche américaine, hein, donc ça marque. Alors moi, j'avais un petit problème avec les costumes. On n'était pas d'accord avec Catherine et Gabriella étaient d'accord, et moi, je n'étais pas toujours d'accord. Je leur disais, attention, il y en a trop. Raymond, remettez le groupe en marche! C'est trop dangereux! Il faut attendre la police! Kim! Le groupe! Catherine me disait, ou Gabriella me disait avec justesse, mais non chérie, regarde, le temps passe, il y a l'ellipse, elle fait venir le pari, les patrons, elle fait faire par les petits, il faut changer, elle est riche. Je dis oui, mais au cinéma, il y a un moment où, même s'il y a 3 mois entre deux séquences, si on change de costume, c'est un moment, c'est abrupt et brutal, quoi. Bon, mais là, je pense que j'aurais dû me battre un peu plus, mais parce que je sais pas, peut-être qu'il y a... Mais bon, pour moi, c'est un... Non, surtout, j'aurais dû faire autrement. J'aurais dû la mettre plus souvent dans ses tenues asiatiques, qui lui vont très, très, très... Mais les tuniques, quand elle est en tunique, là, elle est tellement indo-chinoise, quoi. Et j'aurais dû en faire plus d'indo-chinoise et un peu moins de français. Mais bon, c'est ce qu'on sait après. Votre chauffeur a apporté hier vos affaires pendant votre sommeil. Ça va ce matin? Oui, un peu mieux. Je crois qu'il a eu toujours dans l'idée de travailler avec Catherine Deneuve. Et je crois qu'il l'avait rencontrée sur un film de Francis Giraud, et de ce moment-là est née l'idée que quand il serait réalisateur, je ne sais même pas s'il lui a pas proposé la femme de ma vie, sachant qu'elle le prendrait probablement pas, mais il lui avait proposé pour entretenir le lien qui était assez amical avec Catherine Deneuve. Pour moi, elle était irremplaçable dans ce rôle. Quand elle entre dans l'image et qu'on vient de nous dire qu'elle dirige une plantation des hectares d'EVA et qu'elle a 3000 coulis, on la croit. Elle n'a pas besoin d'installer des scènes qui vont poser le personnage. Elle est là. Moi, ce que j'aimais chez Catherine, c'est dans le rôle, c'est qu'elle incarnait, pour moi, la France coloniale. Elle incarnait en tout cas la présence française, voilà, avec une certaine superbe, pas trop d'état d'âme non plus, le coup de la domination. Enfin, il y avait quelque chose de... C'est toujours intéressant quand un acteur ou une actrice, à un moment de sa carrière, a cette force ou ce mystère ou cette puissance en lui ou en elle qui peut tout d'un coup incarner le moment d'un pays. Tu as voulu fuir. Tu es un déserteur. Tu m'as obligé à te battre. Tu crois qu'une mère aime battre ses enfants? Tu es mon père et ma mère. Catherine, elle a joué le jeu, mais plus que le jeu d'ailleurs. D'ailleurs, l'équipe entière l'a vraiment beaucoup aimé. Ah, mais c'est unanime. Ce que je sais, c'est que Catherine Deneuve, on avait tous, forcément, et en tant qu'assistant réalisateur, une certaine appréhension. C'était la première fois que j'allais avoir l'occasion de faire un film dans lequel elle jouait. Et le Vietnam a été un émerveillement, un éblouissement. On a vu arriver Catherine Deneuve resplendissante, magnifique et tranquille, pouvant faire ce qu'elle voulait. Moi, j'ai des souvenirs vraiment très précis de Catherine au marché, dans la petite ville de la baie d'Alang, ayant fait plein de brocantes, et étant tout le monde lui foutait la paix, quoi. Elle était une Française parmi d'autres, et personne n'embêtait. Et je crois qu'elle a eu un grand bonheur à être au Vietnam et à attaquer le tournage du film, puisque le film a commencé donc
non pas le 1er avril, ce qui était la date du plan de travail. Mais Régis m'avait dit, ah non, on ne peut pas commencer un film comme ça le 1er avril. Donc là, qu'on a décalé d'une semaine. Il y a toujours des détails bizarres qui restent dans la mémoire et puis des choses qui s'y évanouissent, plus importantes. Elle est une vedette et une star depuis très très longtemps. Donc quand on doit travailler avec elle, sans jamais l'avoir connue avant, forcément on est assez impressionné. On est impressionné, on se sent une responsabilité énorme, personnelle d'opérateur. C'est-à-dire l'idée de sa beauté c'est une telle icône de la beauté qu'on se sent investi de la responsabilité de maintenir cette beauté, de surtout ne rien faire qui puisse l'abîmer, un contre-jour maladroit, une lumière mal placée, une ombre trop marquée. Au fond, on apprend à éclairer Catherine Deneuve, qu'on admire aussi soi-même depuis très très longtemps. Et voilà. Et je voyais que de temps en temps, elle, sur le plateau, elle surveillait un peu, quand elle venait un peu en avance, ce qui était assez rare. Elle regardait un peu comment était la lumière, où elle décidait d'elle-même. C'est une partenaire formidable pour la lumière, parce qu'elle la comprend tellement. Elle la comprend tellement. Donc si on met 2 projecteurs comme ça, elle en choisit un, pensant que c'est sa lumière principale. Et si ça n'est pas, on va lui glisser dans l'oreille, Catherine, c'est pas celle-là votre lumière, c'est celle-ci. Ah, excusez-moi, je croyais que c'était celle-ci. Et voilà, c'est magnifique. Ça se passe. C'est très impressionnant pour un opérateur. Hein. Et non, c'est vraiment, c'est un moment merveilleux. Moi, j'ai que des bons souvenirs. Hein. Alors, c'est sûr que c'est assez difficile dehors, parce que le soleil tropical n'est pas fait pour les visages. Donc, il faut travailler avec ça, quoi. Il faut travailler avec ça. Ce que j'ai fait, c'est que quand on arrivait dans un décor, au moment où je construisais la lumière, au moment où on fait la structure de la lumière, c'est-à-dire on choisit les directions, le contraste, les directions de lumière et les contrastes de lumière, je pensais toujours à l'endroit où se ferait le gros plan de Catherine Deneuve. Donc, je choisissais des directions de lumière telles que, quand on arriverait au gros plan d'elle, je n'ai pas à contredire tout ce que j'avais fait uniquement pour le visage. Voilà. D'ailleurs, des fois, ça posait des pièges. Par exemple, il y a une scène chez le personnage qui s'appelle Madame Mintan, qui est la grand-mère de l'héroïne, de l'actrice Linda Pham. Et Catherine avait un énorme chapeau. Et je n'arrivais pas à passer à éclairer sous le chapeau. Et à un moment, j'étais obligé de construire une petite cabane de lumière douce sous une table pour arriver à passer sous le chapeau. Et Catherine, qui justement ce jour-là, elle était là au moment où je finissais de faire la lumière, elle a fait « Ah !» comme si elle avait compris que j'avais trouvé la solution pour son visage. Ça m'a amusé. C'est resté un souvenir de complicité, disons. Voilà. Elle pensait au rôle parce qu'elle m'avait dit un jour, de manière très amusante, elle m'a dit « Vous la voyez comment, la planteuse, comme une italienne ou comme une anglaise ?» Je lui ai dit « Comme une anglaise ». Elle m'a dit « Très bien. » J'ai compris. Voilà. Et puis, je lui ai fait lire Hougron, Les Asiates. Je lui ai dit « Vous verrez l'atmosphère. » Voilà. Donc elle est arrivée à Hanoï avec ses petits bouquins. Elle a un travail d'actrice qui est très particulier, Catherine. Elle laisse toujours une petite part de mystère ou d'énigme dans son interprétation pour que chacun après puisse faire un peu son marché. Elle ne livre, Je dis toujours, il y a des actrices impressionnistes comme elle, et il y a des actrices expressionnistes comme Romy ou Isabelle Adjani. Avec Catherine, il y a toujours une certaine distance qui fait que l'émotion est là, mais qu'elle ne délivre pas tout. Et peut-être que c'est en additionnant les scènes qu'elle donne des clés. Et c'est son travail à elle. Je me suis battu pour les cheveux courts, parce qu'elle voulait garder ses cheveux, mais je peux comprendre, je dis pas que c'est... Ça fait partie d'elle, quoi, et de son image. Et puis à un moment, elle m'a dit, on va essayer des perruques.
J'ai dit oui, Catherine, on va essayer des perruques. Alors, c'était pas réglé, parce qu'en plus, elle n'a pas tourné au début tout de suite. On a beaucoup tourné les moments Camille, Jean-Baptiste, la fuite, le Vietnam, la Médalon. Elle est arrivée au bout de 2-3 semaines de tournage. Elle est arrivée un peu en avance aussi, parce qu'elle voulait se mettre dans le bain. Elle est arrivée, elle était radieuse, elle ressemblait à une planteuse anglaise. Je lui ai dit, eh ben, les cheveux alors. Il m'a dit, je voudrais quand même qu'on essaie encore la perruque. J'ai dit, c'est ça, oui. Alors on a essayé la perruque, qui heureusement, Catherine a tourné la tête, pas la perruque, donc j'étais déjà assez content. Et puis, je lui ai dit, Catherine, vous avez les cheveux épais, vous allez les mettre sous la perruque, qui elle-même était là. Je lui ai dit, vous allez, au bout de 10 minutes, vous allez transpirer. Je lui ai dit, c'est pas possible. Très bien. Agathe, sa coiffeuse, hop, chambre d'à côté. Elle revient 45 minutes après, tac. Je dis, ben voilà. Et elle était amusante parce que Catherine, elle photographiait, quand elle tournait pas, elle venait, elle photographiait les gens sur le plateau. Oui, c'est des photos. Puis le lendemain, elle a trouvé un boutiquier qui faisait des développements, parce qu'à l'époque, on développait les photos. Et elle revenait 2 jours après, elle distribuait les photos aux gens concernés. On avait chacun un portrait fait par Catherine Deneuve. Précieux. C'était une espèce de contre-champ qu'elle faisait sur nous. Voilà. C'est une festive. Moi, quand elle est arrivée, elle m'a dit j'ai rencontré un groupe de rock. J'ai eu la chance dans l'avion de Paris à Hanoï. Des gens très sympas. Ils viennent, je les ai invités. C'est eux qui feront la fête samedi soir. C'est eux qui feront la musique samedi soir. Je dis, mais Catherine, c'est où vous allez faire la fête? Où? Ben là, dans notre hôtel. Je dis, mais Catherine, moi je dors le samedi soir parce que je suis crevé. Je dis, écoutez, vous irez dormir ailleurs. Et l'orchestre qu'elle avait trouvé je ne sais pas où, de rock, est arrivé, et ils ont fait la fête toute la nuit. Et tous les samedis soirs, elle me dit, écoutez, les gens sont loin de chez eux, ça va durer très longtemps, votre film, il faut absolument que le samedi, on fasse des choses, qu'on se décontracte et tout. Donc tous les samedis soirs, c'est une meneuse. Et on va en boîte et tout ça. Vous venez dîner avec nous? Je dis, non, Catherine. Vous dînez toujours à l'hôtel. Je dis, mais Catherine, je me lève à 4h ou à 5h. Elle me dit, mais moi aussi, mais écoutez, on va dîner en ville, et elle emmenait la moitié de l'équipe. Sous des espèces de grands comptoirs où il y a des tables au milieu, puis plein de petits comptoirs, on choisit son resto, sa bouffe et tout. Non, mais elle a été très très bien, c'est vrai, parce qu'elle avait... Mais bon, j'imagine qu'elle se disait, ces gens-là, ils me veulent du bien. Ils m'aiment comme actrice, ils m'aiment comme femme. Ils ont écrit un film pour moi, ils y vont. Puis elle n'aime que ça, je crois. Une aventure comme ça, partir. Elle me disait que ça lui rappelait quand ses parents, acteurs et actrices, quand ses parents faisaient leur mal parce qu'ils partaient en tournée de théâtre au bout du monde. Et puis il y avait... Non, avec Lindan, elle a été nickel. J'ai présenté Lindan un jour à Catherine, les parents étaient là, au bar du Lutetia. Bon, Catherine, je crois que c'est aussi pour... elle vous voit tout le monde la vous voit. Voilà, bon, c'est un style de vie, garde ses distances. Et d'entrée, elle dit à Lindan, écoute, tu joues ma fille, tu vas me tutoyer. Autrement, on n'y arrivera pas. Et sur le plateau, il y a une seule personne qui me tutoyait, c'était Lindan. Ça va, Catherine, t'as bien dormi? Mais bon, elle avait certainement raison. Lindan, on l'a trouvée en Hollande. Elle vivait avec sa mère à Laïc. Donc on a vu plein de gens. Donc c'était très très bien parce qu'il fallait trouver une jeune femme qui fasse française quand même, qui ait de l'allure, hein, qui parle français, qui parle anglais. En plus Vietnam, on parlait vietnamien, donc ça faisait beaucoup de choses à la fois. Je me souviens des deux dernières concurrentes. Il y avait une jeune fille très belle, très grande, très bonne actrice. Et il y a vraiment eu un moment... voilà, je me souviens des 2 dernières et le casting, il était parti de il était très très large. Voilà. Et puis Lindan, qui était lycéenne encore à l'époque, je crois qu'elle était en première. Elle a continué pendant le tournage, c'est à travailler pour passer son bac, ou le bac de français, je crois que c'était le premier bac de français. Il y avait 3 filles en finale.
une fille d'origine chinoise, une fille d'origine cambodgienne et Lindan. Et la veille, je les vois toutes les trois, je leur dis, de toute façon, demain je fais des essais et celle qui est la meilleure, je la prends. Alors il ne faut pas que l'une de vous trois me dise, ouais, je suis contente d'avoir gagné, mais moi je continue mes études. Alors la chinoise me dit, bah, moi je suis quand même médecine, ma famille, mes amis. Je lui dis, bon alors, ne fais pas les essais, parce que si tu es la meilleure, après tu vas me dire coucou. Je dis, non. Donc j'ai gardé la cambodgienne et Lindan. Et je me souviens, j'ai fait venir Catherine pour voir les essais avec moi. Et bon, je pense que je préférais Lindan, mais l'autre était très très intéressante, elle voulait tellement faire le film. Mais Catherine m'a dit, mais elle avait raison, elle me dit l'autre, elle est formidable, elle me dit, mais elle a trop de vécu. Elle n'a pas l'innocence de Lindan, qui est effectivement encore entre enfance, adolescence, qui est à peine une jeune fille. Elle me dit, l'autre, c'est presque une femme déjà. Aide-moi, maman, je t'en supplie. Ma petite fille. Ma petite Camille, bien sûr, je vais t'aider. Je te le promets. Lindan est arrivée avec sa grand-mère. Genre, qu'est-ce que c'est que ce coupe-gorge? Et je trouvais la grand-mère incroyable. J'ai dit, la grand-mère, elle reste dehors. Mais filmez-la, démerdez-vous, prenez-la en photo. Et la grand-mère joue dans le film. Elle fait Madame Mintam, elle fait la femme d'affaires, qui est la copine de Catherine, avec qui elle deal le mariage et tout. C'est la grand-mère de Lindan. Nous allons marier les enfants très vite. Je les amène à Houé, au palais. La cour doit donner son accord à ce mariage. C'est la coutume. Je parlerai à Camille. Vous devez vous réconcilier toutes les deux. Venez nous rejoindre à Houé. La grand-mère de Lindan, qui a une très belle allure, qui joue très bien en vietnamien et qui récite en français. Et qui récite. Alors, 9 prises, 10 prises, 11 prises. Je récite. Catherine est à côté de moi. 12e prise. Elle fait, puis arrêtez maintenant, vous la doublerez à Paris. Juste. On a doublé le français. Et dans les mêmes scènes, elle parle avec Catherine en français, elle se lève à l'apostrophe un petit valet vietnamien, elle parle, c'est sa voix, personne ne voit rien. Mais bien, allure, très très bien. Très. Alors c'était rassurant pour Lindan d'avoir sa grand-mère, et le père architecte, toute la famille était du côté des Américains. Donc ils sont partis les derniers de Saigon, et eux, ils n'avaient pas le droit de revenir au Vietnam. Ils avaient une peur bleue de partir au Vietnam et d'être retenus au Vietnam et de ne pas pouvoir revenir. Le visa qu'on a eu pour elle, pour le film, on a pu l'étendre à sa famille. Donc le père s'est engouffré là-dedans, entre sa belle-mère et sa fille. Et le père, après, il a refait des affaires, maison au Vietnam, il a refait une maison de famille, il est architecte. Enfin, le film et Lindan ne connaissait pas son pays. Elle l'avait quitté à 1 an. Et elle vit des choses dans le film. On a commencé par les scènes du Nord, où elle est avec les gens qu'on vend comme des esclaves. Et tous les gens qui étaient là, les paysans, je dis des paysans, mais ils vivent sur l'eau, mais ils ne savent pas nager. C'est des marins ou des gens qui vivent sur des villages flottants à Médalon. Ils savaient très bien qu'elle venait de Paris, que c'était une vieille queue, voilà. Et ils étaient durs et froids avec elle. Donc ça l'a aidé dans les scènes. Bên kia.